Les prélèvements montrent une présence toxique qui pourrait avoir un lien avec les filets de pêche, des résultats qui ne convainquent pas en tout cas les acteurs de l'APROPAM, l'association pour la promotion et la responsabilisation des acteurs de la pêche maritime. Son président parle d'alerte sanitaire et invite les autorités en charge de la pêche à dire la vérité aux Sénégalais pour éviter la panique. Gauss Gueye, président de l'association pour la promotion et la responsabilisation des acteurs de la pêche maritime, joint par Mame Diarra Da Silva. Bon, écoutez, on nous dit tout simplement, une analyse a été faite, l'eau n'est pas toxique, mais il nous oriente vers les filets. D'abord, ma première question, c'est quel filet? C'est les monofilaments ou les autres filets? Et maintenant, ce que nous voulons savoir, c'est que si c'est les filets, c'est parce que les filets ont touché un contaminant. Il y a quelque chose qui a contaminé les filets qui fait que de telle sorte que si les pêcheurs ou une autre personne touche ces filets-là, tout de suite, il y a la maladie. Donc maintenant, il faudrait qu'ils nous disent réellement quel est le problème. Et à mon avis également, la société civile, les organisations professionnelles doivent prendre des mesures, essayer d'avoir leur propre analyse par rapport à cette situation. L'autre phénomène, c'est qu'aujourd'hui, les populations sont paniquées parce qu'il y en a qui leur disent qu'il ne faut plus consommer du poisson. Et pourtant, au niveau du ministère de la Pêche, il y a deux directions. La direction des industries de transformation qui a une division de contrôle. Alors moi, je le considère comme une alerte sanitaire. Ces gens-là doivent sortir, communiquer et apaiser les populations en leur disant qu'il n'y a aucun risque par rapport à la consommation du poisson. Parce que c'est une alerte sanitaire. Et quand il y a alerte sanitaire, il n'y a que le ministère de la Pêche, à travers la DITP, qui doivent communiquer dans ce sens. Également, il y a une autre direction des fonds marins. Et ça consiste, justement, ça parle de fonds marins. Mais ces gens-là doivent communiquer vis-à-vis des pêcheurs, vis-à-vis des populations pour amener la sérénité. Mais à mon avis, aujourd'hui, il y a un problème de communication institutionnelle au niveau de la République. Et ça pose problème. Parce que les gens commencent à être paniqués. Il faut qu'ils nous tiennent une communication vraiment adaptée à la situation. Le coordonnateur du Comité national du dialogue social pêche aquaculture dit être en phase avec les scientifiques, mais Mamadou Diop Thioune plaide pour l'application effective du code de la pêche afin d'éviter de tels drames à l'avenir. Mamadou Diop Thioune, au Conseil des collectivités territoriales et coordonnateur du Comité national du dialogue social pêche aquaculture, joint par Mame Diarra Da Silva. Je suis tout à fait d'avis avec les scientifiques, parce que les laboratoires aujourd'hui sont des institutions indiquées à donner des avis scientifiques sur les cas de pollution, et cela se fait aujourd'hui en collaboration avec d'autres institutions agréées et qui ont le suivi de ces programmes au niveau des conventions maritimes. Alors à l'avenir, que faudra-t-il faire pour éviter ces genres de situations? En fait, il faudrait que l'applicabilité du code de la pêche soit effective. À son article 30 qui interdit l'emploi du monofilament, son importation, sa vente, et l'usage même en tant qu'engin destructif. Ce qui est donc spécifique à cette pêche, c'est qu'aujourd'hui, ce sont les seules victimes qui sont indexées par cette pratique qui portent aujourd'hui la contamination. C'est parce que donc, il y a un lien direct avec l'écosystème marin et certaines dispositions qui peuvent aujourd'hui nous amènent à pouvoir statuer sur l'avis scientifique qu'il est impératif de sortir cet engin de pêche dans l'activité au Sénégal. À l'instant, Mamadou Diop Thioune, au Conseil des collectivités territoriales et coordonnateur du Comité national du dialogue social pêche, qui doit être en phase avec les scientifiques concernant les résultats des analyses. Il plaide pour l'application effective du code de la pêche afin d'éviter de tels drames à l'avenir. Le Sénégal fait toujours face à cette infection également, c'est la Covid-19, 15 nouvelles contaminations recensées ces dernières 24 heures, 28 nouveaux guéris. Aucun décès lié à la Covid-19 n'a été enregistré. 3 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation, nous dit Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention. Sur 684 tests réalisés, 15 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 2,19%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 4 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et nous avons enregistré également 11 cas issus de la transmission communautaire répartis entre la Médina 2, Pikine
2, les Almadies 1, Cambérène 1, Dakar Plateau 1, Kaolack 1, les Mamelles 1, Mariste 1 et Mermoz 1. 28 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 3 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. Aucun décès n'a été enregistré ce dimanche 22 novembre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 15 897 cas ont été déclarés positifs, dont 15 516 guéris, 330 décédés et donc 60 patients sous traitement. Sud FM. Démarrage ce 23 novembre de la campagne de commercialisation de l'arachide. La Sonacos est prête selon le chef du service communication et marketing, Babacar Ndiaye. Il soutient que 66 milliards de francs CFA sont mobilisés pour permettre à la Sonacos de disposer de la graine. Babacar Ndiaye avec Rapseli Manouane. Mais absolument, on peut dire que la Sonacos est prête. La Sonacos travaille sur 2 registres principalement. La Sonacos est habilité à rechercher les fonds destinés à la campagne arachide, donc à l'achat des graines d'arachide. Bien évidemment, de concert et en toute complicité avec les structures de l'État, telles que le ministère de tutelle, le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Coopération et avec le soutien du chef de l'État. Aujourd'hui, tout comme l'année dernière, la Sonacos a réussi à mobiliser avec ses partenaires très tôt les fonds destinés à la campagne arachide, bien avant même l'ouverture de celle-ci. Je puis vous dire que tout comme l'année passée, aujourd'hui, nous pouvons démarrer la campagne avec des fonds estimés à environ 6 à 7 millions d'euros qui seront très bientôt renforcés par également 20 millions d'euros. Donc 27 millions d'euros aujourd'hui sont destinés à démarrer cette campagne-là. Et il faut ajouter à cela que la Sonacos a entamé également très tôt des négociations avec la banque AITFC, qui est la filiale de la BID, traditionnellement bailleur de la Sonacos, pour vous dire que 40 millions d'euros supplémentaires sont attendus en termes de rallonge pour installer définitivement la Sonacos à l'aise par rapport au financement de la campagne. Au total, une somme avoisinant les 66 millions d'euros sont attendus, dont pratiquement la moitié est déjà disponible pour entrer sereinement dans la campagne sans aucun problème. Alors, ça va tourner autour de 40 milliards environ. Mais je pense que il y a de quoi aujourd'hui aborder une excellente campagne arachide, Inch'Allah, et une campagne, en tout cas, qui va véritablement impacté dans l'épanouissement du monde rural, l'épanouissement de nos parents paysans, mais aussi directement dans le PIB de notre pays avec toutes les différentes opérations qui seront faites autour de la gagne. À Ziguinchor, l'antenne régionale de la Sonacos attend 35 000 tonnes dans la région et 25 000 à Kolda. Des objectifs que compte atteindre la Sonacos où les travailleurs rassurent. Toutes les dispositions sont prises dans l'usine où les machines commencent à tourner. Ignace Dey. 35 000 tonnes à Ziguinchor, 25 000 à Kolda. Ce sont les prévisions de collecte d'arachide de la Sonacos Ziguinchor pour cette présente campagne. Nous espérons recevoir 35 000 tonnes, à Kolda 25 000 tonnes, ce qui est important pour le fonctionnement de l'usine et pour le déroulement de la campagne de collecte et de trituration. Une campagne prometteuse selon les acteurs de la filière arachide. Et à l'usine Sonacos Ziguinchor, toutes les dispositions sont déjà prises. Les travailleurs rassurent. L'usine a même commencé à fonctionner depuis quelques jours. Samba Badji, le secrétaire général de la section syndicale des travailleurs de la Sonacos Ziguinchor. Les dispositions ont commencé à être prises depuis le mois d'août, pendant les travaux de fin de campagne, où les sécos ont commencé à être mis à disposition. Le matériel de chargement aussi et le personnel aussi, aujourd'hui, est en train d'être mis en place. Donc sur le plan technique, si les camions commencent à arriver aujourd'hui, on pourra aisément les charger. L'usine a commencé à tourner déjà à la faveur de la bonne exécution des travaux de fin de campagne. Le stock, le minimum de stock qui restait est en train d'être trituré. Et donc, pour faire de la place, pour satisfaire les commandes, donc ce qui est le résidu le reliquat de la collecte de l'année dernière est en train d'être trituré. La campagne de commercialisation arachidière lancée, la Sonacos se dit prête et n'attend que les camions de graines d'arachide. Nous n'attendons que l'arachide et même sur le plan financier, le directeur général a annoncé les dispositions prises à ce niveau pour que le paiement soit rapide et puis effectif. Ziguinchor, Ignace Dey, Sud FM.
Yesterday, parlons tout à fait autre chose. Pénurie d'eau depuis 3 jours à la cité Assemblée et à Sekna, à Ouakam. La situation est pire à la cité Avion. Dans cette zone, le manque d'eau est récurrent. La Séno est interpellée par les habitants de ces quartiers. C'est un reportage signé Aïssatou Gueba. Pas une seule goutte d'eau ne coule dans les robinets depuis 3 jours. loolu lépp kañ la ça fait 3 jours amuñu ndox bu normal. dañ dem root ko lañu man pour man dañ ma ne cité Asegna am na ndox. fii amul ndox. dañoo root dañoo may ndox. loolu depuis kañ la yéen depuis kañ la koy am ndox. depuis démb ba tey amul ndox. Pour d'autres, l'eau coule à compte-gouttes. À Ouakam, dans les cités assemblées, à Sekna, ce sont des femmes et des enfants outillés de bassines de bidons qui partent désespérément à la recherche du liquide précieux. Dans les autres quartiers environnants, cette femme rentre finalement bredouille. Pire, les habitants de ces quartiers n'ont jamais été confrontés à ce genre de situation. Même constat à la cité Avion Sissa Ouakam, l'eau n'y coule guère. C'est que depuis toujours, l'eau est rare, elle n'existe pas la journée. À partir de 5 h du matin, vous n'avez pas d'eau. Et une pénurie d'eau qui touche plusieurs quartiers à Ouakam, cité Assemblée, cité Asegna et cité Avion. Une coupure d'eau qui persiste et plonge ses habitants dans le désarroi. La Séno interpellée. Aïssatou Gueba, dans cette édition d'information, si la migration irrégulière, la gouvernance de Dakar en partenariat avec la délégation à l'entrepreneuriat rapide et le PRODAC qui ont un CRD de sensibilisation sur les migrations irrégulières. Réfléchir sur les politiques d'emploi à proposer aux jeunes pour mettre un terme au phénomène reste le principal objectif de la rencontre. En tout cas, nous dit Adjifatou Barry que je dis bonjour. Bonjour Babacar Samb. Voilà, que peut-on retenir de cette rencontre? Alors, retenez que c'est un comité régional de développement au format bien particulier qui se tient actuellement à la Chambre de commerce de Dakar sur initiative du gouverneur de Dakar, Al-Hassan Sall. Alors, c'est un cadre d'échange avec les jeunes de Dakar. Adjifatou Barry que nous allons tenter de rejoindre, Adjifatou Barry qui suit la rencontre de la gouvernance de Dakar en partenariat avec la délégation à l'entrepreneuriat rapide et le PRODAC, la gouvernance de Dakar qui tient un CRD de sensibilisation sur la migration irrégulière, l'immigration clandestine. Donc réfléchir sur les politiques d'emploi à proposer aux jeunes pour mettre un terme au phénomène reste le principal objectif de la rencontre. Adjifatou Barry, si vous êtes encore disponible. Adjifatou Barry, bonjour. Oui, bonjour Babacar. Voilà, la ligne a été coupée. Est-ce que vous pouvez reprendre, s'il vous plaît? Tout à fait. Je disais, c'est un comité régional de développement au format bien particulier qui se tient actuellement à la Chambre de commerce de Dakar sur initiative du gouverneur de Dakar, Al-Hassan Sall, puisque vous le savez, pour voir comment mettre un terme au phénomène de l'immigration à prendre des proportions inquiétantes, des morts, des disparus qui s'allongent de jour en jour. Je disais, le délégué général à l'entrepreneuriat rapide présent à la rencontre annonce une batterie de mesures d'accompagnement destinées aux jeunes qui vivant dans les zones de départ. Il s'agit d'un projet qui a un coût de près de 100 milliards de francs CFA avec des prêts remboursables sur 2 à 3 ans. Pour le délégué général du PRODAC également présent, lui parle de l'érection de 4 DAC, dont un à Dakar et plus précisément à Sangalkam. Le DAC donc sera d'ailleurs prêt d'ici 6 mois. Alors, donc, ce sont autant de politiques publiques mises en place pour accompagner les jeunes à entreprendre et à réussir dans leur pays pour justement mettre un terme au phénomène. Alors, les discussions se poursuivent toujours, Babacar, avec les jeunes
dont beaucoup étaient des candidats à l'immigration clandestine. Et justement, au sortir de ce CRD, l'objectivité est d'accompagner cette jeunesse sénégalaise vers le développement, mais surtout qu'ils puissent réussir ici même au Sénégal. Fatou Bari retenait également que la Convention nationale des jeunes du Grand Parti plaide pour l'organisation des assises nationales consacrées à l'immigration clandestine et la création d'une banque nationale pour faire face à la migration irrégulière. La Convention nationale des jeunes du Grand Parti démarre sa tournée nationale à Diourbel, à Demandiaï. L'objectif principal de la tournée nationale des jeunes du Grand Parti, c'est de rencontrer et d'échanger avec les jeunes dans le cadre des orientations et de la vision de leur parti. Cette tournée de la Convention des jeunes du Grand Parti se déroule dans un contexte marqué par le fléau de l'immigration clandestine. C'est pourquoi ces jeunes ont lancé le concept des assises nationales sur l'emploi des jeunes, mais également la création d'une banque nationale pour les jeunes. Mor Diaw est le coordonnateur national des jeunes du Grand Parti. Nous, au sein du Grand Parti, au-delà des assises nationales sur l'emploi des jeunes, nous proposons une banque nationale pour les jeunes. La banque aura comme vocation d'accompagner les jeunes. Cette banque-là, quand elle sera mise en place, va principalement s'occuper de l'encadrement, mais également aussi du financement des jeunes. Parce que comme vous le savez, les jeunes ont un problème majeur qui est lié au financement de leurs projets. Des projets doivent être accompagnés de manière structurante afin qu'ils puissent avoir des emplois décents, mais également des emplois structurants dans le but de les renforcer, dans l'espoir qu'ils ont dans ce pays-là. Parce que quand même, l'immigration irrégulière, la principale cause est le manque d'espoir, mais surtout le manque d'emploi des jeunes. Sur l'entrisme du Grand Parti dans la mouvance présidentielle, Mor Diaw soutient que la Convention des jeunes du parti a donné mandat au président de prendre toutes les initiatives liées aux orientations afin de renforcer la démocratie. Il indique que cela n'est pas à l'ordre du jour. Diourbel Sud FM, Adama Ndiaye, exactement 12h19 ici à Dakar. Parlons de l'actualité hors de chez nous et c'est sans transition. À Madagascar, un étudiant est mort, 2 autres sont blessés et une soixantaine sinistrés après un incendie survenu dans la nuit du samedi 21 au dimanche 22 novembre sur le campus de l'université de Diego Suarez dans l'extrême nord du pays. Les Burkinabés, au lendemain du vote pour les élections couplées présidentielles et législatives, ont tous les yeux tournés vers la commission en charge de l'organisation des élections. Le dépouillement entamé hier dès la fermeture des bureaux de vote se poursuit. Parlons sport. Dans ce journal, la commission d'éthique de la fédération, la FIFA en tout cas, a suspendu pour 5 ans l'actuel président de la Confédération africaine de football, lui infligeant de surcroît 185 000 € d'amende, notamment pour détournement de fonds. Les détails avec vous, El Hadji Malick Ndiaye. L'enquête sur le comportement de Ahmad au poste de président de la CAF entre 2017 et 2019 a porté sur diverses questions liées à la gouvernance de la Confédération africaine de football dans l'organisation et le financement d'un pèlerinage à la Mecque Oumra, ses accointances avec l'entreprise d'équipement sportif. Dans sa décision qui a fait suite à une longue audition, la chambre de jugement de la commission d'éthique de la FIFA, sur la base d'informations recueillies par la chambre d'instruction, que Ahmad avait manqué à son devoir de loyauté, accordé des cadeaux et d'autres avantages, géré des fonds de manière inappropriée et abusée de sa fonction de président de la Confédération africaine de football. La chambre de jugement a par conséquent conclu que Ahmad a enfreint les articles 15, 20 et 25 du code d'éthique en vigueur, ainsi que l'article 28 de l'édition 2018 et a prononcé à son encontre une interdiction de toute activité relative au football pour une durée de 5 ans. Il devra en outre s'acquitter d'une amende de 200 000 francs suisses. Avec cette suspension, Ahmad ne pourra pas briguer sa propre succession lors de l'élection à la présidence de la Confédération africaine de football prévue en mars 2021 au Maroc. Aujourd'hui, seuls 4 candidats sont en lice. Il s'agit du Sénégalais Maître Augustin Senghor, de l'Ivoirien Jacques Anouma, du Mauritanien Ahmed Yahya et du Sud-Africain Patrice Motsepe. Récemment nommé président de la Confédération africaine de football par intérim suite au test d'Ahmad au coronavirus, le Congolais Constant Amari va donc voir son mandat prolongé de quelques mois.
Alors, quelles conséquences sur la candidature de Maître Augustin Senghor? La réponse de notre confrère ancien rédacteur en chef du Desk Sport du quotidien Le Soleil est chargé de communication de la Ligue de football professionnel. Babacar Khalifa Ndiaye, il se nomme. Nous l'écoutons avec El Hadji Malick Ndiaye. Bon, il faut d'abord regretter que cette sanction soit tombée parce que, bon, c'est vrai qu'on s'y attendait plus ou moins vu tout ce qui s'est passé autour du président Ahmad. C'est vraiment regrettable, dommageable qu'on en soit arrivé à cette sanction-là. Bon, mais là, maintenant, on va dire que c'est peut-être un mal pour un bien pour la candidature d'Augustin Senghor. Parce que Senghor, on le sait toujours, c'est proche de Ahmad. On sait qu'il a toujours refusé de se porter candidat contre Ahmad. Bon, maintenant que le président Ahmad n'est plus en course, bon, on va pas dire que la voie est libre pour lui, mais bon, je pense que c'est une chance énorme pour lui de devenir président de la Confédération africaine de football. Augustin, c'est quelqu'un de très posé, de compétent. De toutes les façons, avec ou sans Ahmed, on sait qu'il a l'envergure morale, il a l'épaisseur intellectuelle et il a la probité morale qui aurait pu lui permettre de devenir président de la Confédération africaine de football. Il a fait ses preuves au Sénégal et il est très bien respecté au niveau international, pas simplement au niveau africain. Et bon, tout ce qui reste à faire, c'est de bonne chance et tout le pays se mobilise derrière lui parce que ça va peut-être pas être simple, parce que d'autant qu'il y a d'autres candidatures au niveau de la sous-région. Donc il faut que tout le Sénégal se mette derrière lui, que l'État du Sénégal lui-même enclenche une diplomatie sportive parce que ce n'est plus Augustin Senghor intuitif personnel, mais c'est le Sénégal qui est en course. Donc c'est comme si l'équipe